bienvenue ici à Québec pour le départ de la 10e édition d'une transat de légende, la Transat Québec-Saint-Malo. Vous le savez, à partir de 14h ici, heure locale, 20h en France, eh bien, vous allez pouvoir suivre ce départ. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs anniversaires, hein, on l'a dit. Bien sûr. 40e anniversaire donc et 10e édition pour cette Transat Québec-Saint-Malo. C'est le 20e anniversaire de la classe 40. Eh oui, c'est le cœur et l'âme de la course au large. C'est ma première course au large. En fait, on vient juste de compléter une traversée en équipe des Açores à Québec pour tester l'équipage. Moi, j'ai fait beaucoup de voile olympique, donc, mais j'ai suivi quand même la course au large. Puis j'ai appris à faire de la voile à Hudson, d'où vient Jerry Roops. Le fleuve Saint-Laurent, il y a beaucoup d'effets locaux, donc effets de site, de courant. Il y a beaucoup de hauts fonds, donc il y a beaucoup de perturbations, de choses à avoir en tête. Donc c'est assez serré aussi, c'est assez étroit. Il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de bateaux qui vont se croiser, donc même du trafic. On pourra peut-être se reposer quand on sera sorti du golfe. C'est 48 heures à risque sur cette transat, je pense. Hein. C'est vraiment la partie presque la plus dangereuse de la transat, plus que la traversée en soi. On part là avec un fort courant, avec potentiellement une situation orageuse aujourd'hui, avec peu de place pour évoluer à 35 bateaux. Donc voilà, ça reste toujours délicat. Il y a des bancs de sable, on ne sait pas toujours vraiment si c'est bien cartographié. Donc où est-ce qu'on met le pied de pilote dans la prise de risque pour aller jouer les bancs de sable à contre-courant. Voilà, il y a tout ça qui peut jouer et puis on peut se retrouver dans des situations où il n'y a pas beaucoup d'eau avec des bateaux autour qui nous empêchent de manœuvrer et ça aussi, ça rend les situations complexes, de jour mais encore plus de nuit. Donc voilà, c'est cette sortie de Saint-Laurent qui va être un peu délicate mais voilà, on l'a bien préparé, on a bien préparé la navigation, la météo depuis 2 jours sur cette partie Saint-Laurent notamment. Après, globalement, on est dans une période où le fleuve se vide longtemps par rapport au courant dans l'autre sens. Donc on va quand même se faire éjecter et se faire sortir du fleuve assez vite, donc ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Regardez, il commence à vanter vraiment beaucoup. Hein. Ah oui, là il y a des vraies rafales. Et on nous prévoit des rafales à 30 nœuds, ça c'est quand même un peu intéressant. On va voir des bateaux qui vont se la payer dur. C'est vrai que cette petite rafale, elle a un peu surpris tout le monde. Maintenant, dans environ 20 minutes, oui. Eh bien, aura lieu le départ donc, de la Transat Québec-Saint-Malo. Oh, ça change tous les jours hein, parce que en fait, les fichiers météo ont un peu de mal à modéliser ce qui se passe vers cette côté-là de l'Atlantique parce que c'est des phénomènes nouveaux, il y a moins de bateaux qui naviguent donc ils ont moins de retour dessus. Mais a priori, voilà, c'est du vent portant, une dépression qui t'amène d'ouest en est vers la France. Alors est-ce que c'est du reaching, est-ce que c'est du portant, est-ce que c'est du vent très fort, est-ce que c'est du vent médium? On verra. En tout cas, on n'a pas l'air de se prendre une énorme dépression sur le passage, qui est pas plus mal. Et puis après, ça va jouer, ça va être très stratégique. Et de toute façon, il faudra faire le point une fois qu'on a remonté ce fleuve parce que le timing d'arriver vers Saint-Pierre-et-Miquelon, il est impossible à savoir aujourd'hui, donc on ne tire pas trop de plans sur la comète. La Transat Québec-Saint-Malo, c'est un espèce de truc dans une zone, on va quand même naviguer 4 jours dans une zone inconnue qui pour nous est une zone un peu hostile avec des bancs de sable qui font que de se déplacer, les Québécois qui nous donnent leur avis sur la marge d'erreur, sur le déplacement des bancs de sable, tous les phénomènes, les gens qui ont déjà navigué là qui nous disent qu'on peut avoir 5 nœuds puis d'un seul coup 40 nœuds pendant 30 secondes. Et bon, nous, ça, on ne connaît pas trop. Donc, dans notre imaginaire, c'est quelque chose d'assez sportif et d'assez sollicitant sur les 3-4 premiers jours de course. Après, on va être un peu plus dans notre terrain de jeu sur la transatlantique, même si on ne fait pas dans ce sens-là très souvent. On connaît la gestion des phénomènes à plus grande échelle et tout, c'est sympa. Et puis, on va revenir à un terrain de jeu qu'on connaît en Manche, avec les courants et les cailloux qu'on connaît par cœur. Donc, moi, ça me semble être un espèce de monument très, très exigeant.
Après, c'est sûr qu'il y a ce côté plus rassurant de partir en équipage et pas en solitaire. Mais je pense heureusement qu'on est 4 parce que c'est bien ce qu'il va falloir comme compétences et matières grises pour essayer de gérer tous les paramètres de l'épreuve. Cette transat, c'est une course incroyable. Il n'y a rien de similaire. Une course qui part pour arriver autant longue avec autant de difficultés. Je me rappelle, j'ai rêvé de cette course depuis petit, quand beaucoup de navigateurs italiens aussi ont fait cette course. Je l'ai survécu et être là et arriver à faire moi-même avec mon projet, c'est vraiment un succès déjà. Et le plan, c'est partir avant, accélérer et arriver devant. Non, bon, nous avons tous les cartes pour faire très très bien. Et on va essayer de faire ça. Ben voilà, c'est le temps qui est en train de changer complètement avec de la pluie, du vent. Mettre à l'abri oui, parce que là ça souffle dur. Dès que je suis arrivé, j'ai vite compris que Saint-Laurent, ça allait être une problématique assez complexe à résoudre. Du coup, on a trouvé un local on a embarqué pour faire un offshore de 24 heures. Et on a fait un petit 24 heures pour sortir et voir effectivement les scénarios possibles de la course. On a essayé de simuler un peu les mêmes scénarios des marées, des renverses. Et voilà, après, c'était pas orageux comme aujourd'hui, mais bon, de toute façon, on peut pas répliquer parfaitement les conditions de départ, mais ça m'a bien décomplexé. Là, j'ai bien compris aussi qu'il y a une grosse partie des chances qui va jouer un peu là-dedans. Et du coup, il faudra rester calme et savoir que la course, quand même, ça se termine à Saint-Malo. Ça va être juste magique. Le soleil, lui, a décidé de revenir pour l'occasion. C'est une bonne on idée. évoquait tantôt les variations du mercure. Donc, on était à 30, on est baissé à 12, on est monté à 28. Enfin, c'est très bien. En 30 minutes. C'est ça. On va dire que dans le Saint-Laurent, ça va avoir, en tout cas au début, ça va avoir une organisation un petit peu spécifique puisqu'on sera très actif aux manœuvres, donc tout le monde sera quasiment efficace. Par contre, après, il va y avoir des roulements et en moyenne, ce sera 2 personnes qui se reposent pour manger, dormir, voilà. Et 2 personnes qui sont actives à barrer, régler et travailler la stratégie. Et l'idée, ce sera qu'il y ait toujours, on va dire, un figariste et puis Davy ou Julien qui se relaient, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. On m'apprend immédiatement que le comité de course a pris une décision de reporter le départ. Donc, à cause de l'orage, ils ont décalé de 10 minutes. Donc, le départ va se donner dans 10 minutes. Dans 2 minutes. C'est sûr que c'est un exercice complètement nouveau et un peu incroyable, quoi. Donc forcément, pour des navigateurs comme nous, ça nous excite beaucoup, mais en même temps, effectivement, c'est rempli de dangers et de pièges qui peuvent potentiellement perdre la course. Donc voilà, il faut être très vigilant. Et donc voilà, on va être surtout très concentré sur toute cette phase-là pendant 2-3 jours pour pas faire de bêtises qui peuvent coûter cher derrière. Donc voilà. Mais non, on est super contents. C'est incroyable pour des navigateurs de remonter un fleuve aussi long. C'est génial.
Le départ, il est prévu pour 14 h pile pour les bateaux de la classe 40, 4 minutes avant. Donc, il y aura un coup de canon, hein, un coup de corne de brume qui va indiquer qu'il reste 4 minutes. C'est un peu particulier parce que la météo va être très instable sur les premières 48 heures, puis beaucoup sur la zone de départ et les premières 24 heures. Donc bon, on tourne quelques routages, mais on a l'impression qu'il va falloir surtout regarder autour de nous, essayer de faire du petit bateau avec un gros bateau, c'est-à-dire changer souvent de voile, observer autour de nous les nuages, les rotations de vent, tout ce qu'on peut. Donc voilà, on est concentré, ça risque d'être assez sollicitant les 2 premiers jours, puis la course s'annonce assez longue au final parce que on a un anticyclone qui va bien ralentir notre progression. Donc quand on voit qu'il y a 8 ans, les premiers sont arrivés en 11 jours, on pouvait se projeter à peu près sur ça, voire mieux. Et en fait, on risque de mettre 2-3 jours de plus. Donc voilà, le scénario il est assez imprévisible, mais on a essayé d'étudier un peu tous les schémas possibles et d'être souple sur les appuis pour s'adapter aux situations qui vont se présenter, quoi. L'idée générale, c'est vous partez devant Québec bien positionné, vous tentez de traverser la première nuit, qui est difficile parce que en aval de Québec, dans le coin de l'île d'Orléans, les îles de Montmagny, il y a des courants épouvantables. Un endroit qui s'appelle la Traverse Saint-Roch, où vous avez un courant adverse qui peut atteindre jusqu'à 6 nœuds et demi. Ces bateaux-là, ils vont débouler à 14, 15, 16, 17, 18 nœuds. 18 nœuds en bateau, c'est comme vous étiez sur l'autoroute à 250 km. Je pense qu'il y a une grosse dizaine de bateaux qui sont là clairement pour faire un podium, on va dire. C'est sûr qu'il y a un ultime favori qui est Pirelli, qui n'a pas perdu depuis un moment. Je crois que ça fait 4 courses d'affilée qu'il gagne, mais bon, la dernière qu'il a perdue, il a fait 2e derrière nous au Fastnet. Donc voilà, on a déjà réussi, donc il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas une seconde fois. Je pense qu'on a un équipage qui est peut-être pas favori pour la gagne, mais qui est un équipage très compétitif. Donc nous, on va essayer de se battre. On aimerait bien accrocher le top 5. Ça va vraiment pas être facile puisqu'on doit être une bonne quinzaine à pouvoir prétendre se glisser dans ces 5 premières places. Donc voilà, mais tel est notre objectif. On va déjà commencer par essayer de bien profiter de la course, de prendre du plaisir. On n'a jamais navigué toutes les 4 ensemble, même si on se connaît individuellement. Donc le mot d'ordre, c'est surtout de prendre beaucoup de plaisir, de s'appliquer pour pas regretter à la fin et en espérant que ce travail-là nous mènera aux premières places. C'est sûr que le parcours, ça me fait vraiment rêver parce que ça fait longtemps que j'entends parler de cette course. En Italie, c'est une course très connue. Il y a beaucoup de grands navigateurs qui ont fait, qui ont gagné. Et voilà, du coup, ça reste dans mon imaginaire depuis très longtemps. Le fait de la faire en équipage, parce que voilà, la dernière course, c'était un transat en solitaire. Et du coup, j'adore un peu changer et voilà, changer d'exercice. Là, c'est très différent. On a un super équipage, très complémentaire. Et on se marre très bien à terre. Donc, je pense que ça va être génial comme course à vivre en équipage. La spécificité de l'Atlantique Nord, c'est que dans l'ouest, dans sa partie ouest, il y a les dépressions qui se créent et ensuite elle balaye l'Atlantique pour rejoindre les côtes européennes.
Et donc, quand on traverse de l'est en ouest, on prend tous les phénomènes, tous les jours dans la tronche, un nouveau phénomène. Et puis là, en partant de l'ouest, eh ben, on espère, le scénario idéal, c'est accrocher une dépression avec laquelle on arrive à traverser tout l'Atlantique. Cette transat, c'est une course incroyable. Il n'y a rien de similaire. Une course qui part pour arriver autant longue avec autant de difficultés. Je trouve ça super inspirant de pouvoir se mesurer à des gens qui ont d'excellents palmarès puis pedigree dans la course au large. Donc, on a bien hâte de voir comment on peut arriver à tirer notre épingle du jeu. Le grand départ, le départ de la course de légende de cette Transat Québec-Saint-Malo 2024. Ça y est, c'est parti officiellement et on va retrouver les marins au taquet parce qu'il va falloir être dans le rythme tout de suite avec un premier défi qui sera proposé à la flotte des classes 40 de Nice. Ce sera dans quelques minutes. Alors dans quelques minutes, on va les laisser arriver quand même jusqu'à nous. Mais après, il y aura l'île d'Orléans et l'île d'Orléans. La facilité, c'est de passer sud, mais ce qui peut rapporter gros, c'est de passer nord. Regardez les deux premiers, comment ils sont gîtés, comment ils sont penchés sur l'eau. C'est parce qu'ils arrivent devant l'embouchure de la rivière Saint-Charles. Et le vent qui était nord-nord-ouest, là, il commence à être franc nord et ça les fait vachement gîter. Et c'est un peu angoissant parce regardez, c'est magnifique. Exactement. Là, c'est magnifique. Il vient de prendre un coup d'air. Exactement. Il est en train de déposer des cuples. Hein. Au vent, il est en train de le passer à son vent dans une allure qui est presque du près. C'est quand même incroyable. Hein? Un caractère intéressant, c'est que ça fait de ces bateaux des bateaux qui planent, hein? C'est des bateaux qui volent littéralement sur l'eau. Ils déboulent dans des surfs exceptionnels. Et avec le vent qu'on a là, ça ne me douterait pas qu'il n'y en aura qu'un ou deux qui vont partir au surf.
classe 40, c'est devenu une classe hyper forte, de très très haut niveau. Et aussi, sur cette course, il y a presque tous des bateaux neufs. Et à niveau des marins très très haut aussi, il y a pas mal de marins de Figaro, de IMOCA. Ça va être compliqué. Hein, ça va. Bon. Avant de vouloir faire un podium ou une première place ou quoi que ce soit, il faut arriver au bout. Et c'est quand même l'Atlantique Nord, donc c'est déjà un vrai sujet d'arriver au bout. Donc voilà, donc on va un petit peu se compléter les rôles comme ça entre les deux stratèges et puis les deux techniciens, même si tout le monde a déjà fait du solitaire, tout le monde sait tout faire. Donc voilà, je suis super content de cet équipage, c'est des gens que j'apprécie énormément aussi et l'humain est très important parce qu'on va être dans des conditions plus ou moins difficiles, dans des endroits, enfin dans une cellule de vie très petite, donc il faut s'apprécier. Ça s'annonce fabuleux, c'est sûr qu'on risque de rencontrer pas mal de baleines. Le paysage il est assez dingue, on a pu s'en apercevoir à l'aller, même si on était pas mal dans le brouillard à l'aller, donc j'espère que ce sera bien dégagé pour sortir, histoire d'apprécier encore plus. Et puis ce passage à Rivière-au-Renard aussi, on va vraiment être au ras de la côte, ça va être sympa à aller voir aussi, voir une dernière fois un peu des gens autour de nous pour nous voir passer, et puis ensuite on partira vers le large.